Bonjour, très heureux d'être parmi vous à l'invitation de MedPharma TV. Donc, je suis Dr Derwish Mohamed Tahar, pharmacien pharmacologue, et je suis enseignant à la faculté de médecine de Constantine. Donc, suite à la suggestion de MedPharma TV concernant le thème de l'automédication, j'aimerais vous faire une rapide présentation concernant cette thématique. Donc, de quoi il s'agit? Si on doit définir l'automédication, on peut dire que c'est l'utilisation, comme tout le monde le sait, d'un médicament sans prescription médicale. Donc, à l'initiative propre du malade, ce dernier peut se traiter lui-même ou traiter un proche sans recourir à une prescription médicale. Cette automédication peut, dans un certain degré, être encadrée par un conseil pharmaceutique, mais pas toujours. Donc, le point commun à toutes les procédures d'automédication, c'est qu'un malade décide de prendre un médicament sans recourir ni à l'avis d'un médecin et en se passant de la prescription de ce dernier. Alors, cette pratique de l'automédication est assez répandue dans notre société, et je dirais même qu'elle est de plus en plus répandue. Donc, elle pose une série de problèmes et de problématiques. Donc, il y a un usage excessif de l'automédication peut entraîner un abus. Maintenant, en tant que praticien et en tant que société civile, on doit mieux comprendre cette pratique de l'automédication pour pouvoir mieux la gérer et éviter justement ces abus. Alors, les motivations, tout d'abord. Pour mieux comprendre l'automédication, il faut comprendre qu'est-ce qui motive les gens à recourir à cette automédication. Il y a plusieurs motivations possibles, on va essayer de voir les principales. Alors tout d'abord, c'est la commodité. La commodité, c'est tout simplement la facilité. On a recours à l'automédication parce que c'est plus facile. Alors cette facilité, elle est due à quoi? Tout d'abord, à la disponibilité des produits pharmaceutiques au sein même du domicile. Parce qu'il y a des médicaments non utilisés, la personne est toujours tentée de recourir à ces médicaments à portée de main, au sens propre du terme, pour se soigner. Donc ça évite bien sûr les procédures de consultation, d'achat, ça traîne en longueur, ainsi de suite. Donc c'est plus facile de les utiliser. Maintenant, en plus des médicaments, au niveau des réseaux sociaux, il y a même dans certains pays qui font des livraisons via Internet de produits de santé, qui soient à base de plantes ou autres. Ça peut aussi être une illustration de la facilité d'accès à ces produits-là, qui sont directement livrés à domicile. En Algérie, c'est peut-être pas répandu, mais il faut se préparer à gérer ce type de pratique. Voilà donc pour la première motivation qui est la facilité d'usage ou bien la commodité. Deuxième motivation qui est très importante dans notre société, surtout avec la réduction du pouvoir d'achat et l'augmentation des coûts de santé, c'est l'économie. La prise en charge par automédication est perçue, et souvent à juste titre, comme étant moins onéreuse, c'est-à-dire moins coûteuse. L'économie principale, c'est tout simplement l'économie de la consultation médicale. Vous savez que la consultation médicale chez un généraliste et encore plus chez un spécialiste peut être coûteuse. Et donc, les personnes estiment que ce coût n'est pas toujours justifié si l'automédication peut répondre aux besoins de santé ou de prise en charge de maladies. Donc, ne pas acheter des médicaments, c'est clair que ça fait des économies, et surtout ne pas aller consulter chez le médecin, c'est une économie aussi. Surtout si les médicaments ne sont pas remboursables, bien sûr, et malheureusement, les consultations médicales en Algérie ne sont pas concernées par une procédure de remboursement significatif. Donc, c'est une motivation supplémentaire pour avoir recours à l'automédication. Il y a aussi l'expérience. On peut qualifier cette motivation de l'expérience par une illustration qui est le syndrome du second enfant. Mais avant de parler du syndrome du second enfant, l'expérience implique que le malade croit, à tort ou à raison, souvent à tort malheureusement, qu'il peut se proposer lui-même un traitement parce qu'il a déjà
gérer ce problème de santé vis-à-vis d'un médicament, d'un produit de santé disponible et qu'il n'est pas nécessaire de demander l'avis du médecin ou bien d'un professionnel de la santé tel que le pharmacien pour avoir un encadrement et un conseil. En d'autres termes, ça a marché déjà et souvent ça marche suite à une prescription médicale. Mais une fois qu'il a l'acquis de l'expérience selon sa conviction, il est inutile de réitérer une consultation médicale. Suivant l'adage, le même problème peut être traité toujours avec la même solution, surtout si ça marche. Donc ce syndrome de second enfant, on l'appelle ainsi tout simplement si, dans le cas des parents qui ont à gérer des problèmes de santé d'un premier enfant, et donc ils ont consulté, et donc ils ont reçu des thérapeutiques qui ont marché, qui ont soulagé leur enfant. Si jamais ce même enfant ou bien son petit frère présente les mêmes symptômes, et ils supposent que c'est la même maladie, donc ils se disent tout simplement, on connaît la solution, donc inutile de recourir au service d'un professionnel de la santé et on va proposer le même médicament, surtout si ce dernier est disponible à domicile ou bien ils peuvent aller rapidement l'acheter dans une pharmacie à côté. Donc, c'est autre chose qui peut motiver le recours à l'automédication, c'est la perception que la maladie qu'on doit la traiter est anodine. Et quand je dis maladie, les gens ne sont pas habilités à faire un diagnostic. Donc, ils vont se référer surtout aux symptômes. Donc, ils auront une approche qu'on peut qualifier de symptomatique. Si le symptôme est perçu comme étant anodin, c'est-à-dire qu'il ne présente pas un signe de gravité particulier, donc ça va motiver les gens à avoir recours à une automédication. Motivé, mais malheureusement, ce n'est pas toujours justifié comme on va le voir. Donc ça peut être une simple toux. Et quand je dis toux, les gens ne font pas nécessairement la différence entre une toux sèche et une toux grasse. D'accord? Donc ils vont considérer que c'est un symptôme unique qui est très gênant, mais qui n'est pas nécessairement le signe d'une pathologie grave, alors que ce n'est pas le cas toujours. Les différentes douleurs, ça peut être des céphalées, ou bien des douleurs abdominales, ou bien des douleurs musculaires, aussi souvent sont perçues, parfois à tort bien sûr, comme étant des syndromes bénins. Et donc, ça peut être jugulé par des traitements symptomatiques de la douleur dans le cadre d'une automédication, sans se référer bien sûr à un avis médical. Il y a aussi la fièvre. Alors, ça touche souvent les enfants, parfois les adultes. Alors, tout ça, ce sont des signes. C'est-à-dire la première mission d'ailleurs du praticien, c'est de sensibiliser que la toux, une douleur ou bien une fièvre, ce n'est pas une maladie en soi qu'on traite, c'est juste un signe. Et le signe qu'on traite n'implique pas de traiter la cause ou bien l'étiologie de la maladie. Donc, faire baisser la fièvre avec du paracétamol, ça peut être confortable, c'est souvent justifié, mais ça n'exclut pas que devant une disparition de ces symptômes sous l'effet du médicament, ça n'implique pas nécessairement la disparition de la cause qui a causé. C'est-à-dire si vous avez une infection qui a causé une fièvre, traiter la fièvre n'implique pas de traiter l'infection. Et bien sûr, tout le spectre des troubles digestifs, ça peut être des nausées, des vomissements, une constipation, une diarrhée, qui sont souvent des motifs de consultation, aussi bien en médecine générale qu'en médecine de spécialité, mais malheureusement, les gens font toujours l'économie de cette consultation parce qu'ils perçoivent ces symptômes-là comme étant pas très graves et susceptibles d'être traités par une automédication. Donc, quand je dis troubles digestifs, c'est toujours les symptômes qui sont perçus par le patient, une accélération du transit dans le cas d'une diarrhée, un ralentissement de ce dernier dans le cas d'une constipation, des nausées, des vomissements. Donc, ils peuvent avoir recours à des médicaments, parfois des médicaments listés, c'est-à-dire en liste 1 ou bien en liste 2, qui, sur le plan réglementaire, doivent pourtant faire l'objet d'une prescription médicale. Donc, les dangers de cette automédication, ils sont très nombreux, très variables et très importants. Et donc, on doit les connaître justement pour motiver les pouvoirs publics, les professionnels de la santé, les associations de malades, d'essayer d'encadrer et de mieux gérer cette pratique de l'automédication.
Alors, on va citer quelques exemples de dangers. Le premier et le plus évident, c'est le mésusage, c'est-à-dire une mauvaise utilisation du médicament. Parce qu'un médicament, lorsqu'il est surtout doté d'un dispositif, doté d'une posologie particulière, doté d'une utilisation particulière, il peut être utilisé dans le cadre de l'automédication de manière erronée. Ça compromet non seulement l'efficacité du traitement, mais ça peut présenter aussi un danger pour le patient en créant des effets indésirables ou bien secondaires ou bien des troubles qu'on appelle iatrogènes, c'est-à-dire dus à un acte supposé être médical. Donc, il y a aussi des effets nocifs qui peuvent être constatés suite à cette automédication. Tout d'abord, une toxicité, parce que quelqu'un qui prend un médicament sans encadrement peut prendre des doses ou bien un rythme de dose qui est impropre à l'utilisation correcte de ce médicament. C'est-à-dire, ça peut entraîner un surdosage lorsque le rythme d'administration dépasse le rythme d'élimination normale d'un médicament. Ça peut entraîner aussi, c'est rare heureusement, mais ça existe, des toxicités aiguës par une ingestion massive d'une dose nocive de ce médicament. Un gros problème aussi lié à l'automédication, c'est les interactions médicamenteuses. Parce que souvent, les personnes qui ont recours à l'automédication, c'est des personnes qui peuvent présenter des polypathologies. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des traitements en cours de maladies chroniques. Et le fait de prendre un médicament dans le cadre d'une automédication à l'insu d'un professionnel de la santé peut faire en sorte que ce médicament qu'on prend puisse interférer d'une manière ou d'une autre avec les autres traitements en cours. Ça peut être une interférence, une interaction qui diminue l'effet d'un médicament, et là on risque un échec thérapeutique, c'est-à-dire on ne traite plus le malade correctement, ou bien ça peut même potentialiser les effets d'un médicament associé et entraîner donc une toxicité. Donc même un médecin, quand il prescrit un médicament suite à une consultation médicale, il doit être sensible, il doit être informé des autres médicaments pris par le malade dans le cadre d'une automédication. Sinon, il y a un danger qui peut être réel. Donc, une automédication implique la prise d'un médicament. Ce dernier a toujours la possibilité d'interagir avec d'autres médicaments, qu'ils soient pris par automédication aussi, ou bien carrément qui sont pris lors d'une prescription médicale. Donc, autre problème, heureusement pas très fréquent, mais qui existe, c'est le risque de pharmacodépendance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent des médicaments juste pour retrouver leurs effets. Ils ont un lien de dépendance vis-à-vis de cette substance. Ça peut être motivé uniquement pour retrouver une sensation agréable, ou bien, plus grave, lorsqu'il y a une dépendance physique, on doit prendre le médicament pour éviter une sensation de manque. Et là, lorsqu'un médicament est pris, surtout lorsqu'il a une composante morphinique ou autre, on doit être très sensible à cela. Les patients ne doivent pas prendre ces médicaments parce que ça peut aggraver, accentuer cette dépendance vis-à-vis du médicament. Il y a aussi un problème important dans le cadre de l'automédication, surtout pour les gens qui conservent les médicaments chez eux, c'est le risque de déconditionnement. C'est-à-dire le fait d'enlever un médicament de sa boîte ou pire, retirer un médicament de son conditionnement primaire, que ce soit un gélulier ou bien un blister, c'est clair que ça va poser un problème concernant les conditions de conservation de ce médicament. Donc les médicaments pris dans le cadre de l'automédication, surtout lorsqu'ils sont déconditionnés ainsi, on n'a aucune garantie sur la stabilité du médicament. C'est-à-dire, est-ce qu'il a gardé les mêmes propriétés d'efficacité et surtout de sécurité, parce que la stabilité implique l'absence de contamination, et ça, ce n'est pas garanti lorsqu'un médicament est déconditionné. Et donc, les gens qui utilisent en automédication des médicaments déconditionnés s'exposent à des risques. Bien sûr, le médicament risque de ne pas être efficace et au contraire, il peut même présenter un danger pour le malade. Donc, un
un des éléments aussi qui constitue un des dangers de l'automédication, c'est l'indication erronée. Alors, les erreurs de diagnostic auxquelles appartient cette indication erronée peuvent entraîner des effets délétères. C'est-à-dire, on pense à tort, en se basant, comme on l'a vu tout à l'heure, sur une approche symptomatique, on dit c'est un symptôme bénin d'une maladie bénigne, donc je vais essayer de le traiter. Mais il est possible, très possible même, que ce symptôme, en réalité, soit lié à une pathologie grave que le patient ignore parce qu'il n'a pas la compétence nécessaire d'établir un diagnostic et donc il va traiter avec un simple traitement symptomatique une maladie grave qui nécessite une prise en charge autre, beaucoup plus sérieuse et surtout médicalisée. D'accord? Donc traiter un symptôme n'est pas toujours une solution. Même plus que ça, parfois traiter un symptôme peut masquer une pathologie grave. C'est le cas, par exemple, des corticoïdes. Ce sont des anti-inflammatoires très puissants. Si quelqu'un présente des signes d'une inflammation, que ce soit la douleur, la fièvre ou autre, il serait tenté de juguler ces symptômes en utilisant des médicaments puissamment anti-inflammatoires comme les corticoïdes. Or, le fait de juguler les symptômes, on peut à tort donner une sensation de sécurité alors que la véritable maladie peut progresser et en causant des dégâts chez le patient qui peuvent être irréversibles. Donc, masquer un symptôme peut entraîner des conséquences très graves. Un exemple, par exemple, si quelqu'un peut prendre en automédication un collyre corticoïde pour traiter une simple conjonctivite, c'est clair que les signes de la conjonctivite, tels que la rougeur ou bien la douleur, peuvent disparaître, mais l'infection, surtout lorsqu'elle est virale, qui cause cette conjonctivite, va continuer à progresser. Même les corticoïdes vont avoir comme effet contraire d'aider les virus à mieux proliférer parce qu'ils ont la possibilité d'inhiber le système immunitaire. Et ces choses-là, les patients ne le connaissent pas, contrairement aux professionnels de la santé. Et donc, traiter un symptôme, ça peut avoir des conséquences très, très graves chez le sujet. Donc, autre cas très important, un autre exemple de ce danger, c'est l'utilisation dans le cadre de l'automédication des antibiotiques. Malheureusement, c'est à l'initiative du patient, mais parfois même avec, malheureusement, entre parenthèses, la complicité du pharmacien. Lorsque quelqu'un a besoin d'un antibiotique et il part en officine le prendre, il dit au pharmacien « j'ai besoin de tel antibiotique » sans qu'il y ait de prescription médicale et que le pharmacien lui remette ce médicament demandé, c'est quelque chose qui n'est pas justifié et qui peut présenter des problèmes graves de santé publique. Parce qu'un mauvais usage des antibiotiques peut entraîner des conséquences très, très négatives. Tout d'abord, ce n'est pas sûr que l'antibiotique soit efficace, parce que ce n'est pas tous les antibiotiques qui sont efficaces vis-à-vis de toutes les infections. Et encore faut-il que le patient soit réellement diagnostiqué comme souffrant d'une infection bactérienne et non pas virale pour que cet antibiotique soit réellement justifié et efficace. Et plus grave encore, utiliser des antibiotiques de manière non contrôlée, massive, va favoriser l'apparition, comme tout le monde le sait, de souches bactériennes résistantes à ces antibiotiques, de telle sorte que cet usage en automédication massive des antibiotiques risque de compromettre l'efficacité de ces antibiotiques sur plusieurs années vis-à-vis d'infections réellement présentes et être inefficace chez les personnes qui ont réellement besoin de ces antibiotiques. Parce qu'une résistance bactérienne sera favorisée par ce qu'on appelle une pression de sélection. Plus la flore bactérienne est exposée à des antibiotiques, plus on va favoriser l'apparition de souches résistantes. Et donc, un praticien de la santé doit éviter au maximum et encourager au maximum une retenue lors de l'utilisation de ces antibiotiques. Donc, le médecin a un rôle important, le pharmacien aussi a un rôle justement pour encadrer. Souvent, on considère cette automédication comme un phénomène inévitable pour les raisons et les motivations que j'ai expliquées au début. Mais les pharmaciens et autres
professionnels de la santé doivent faire preuve de pédagogie pour essayer de restreindre au maximum l'usage des médicaments sans prescription médicale, donc pour aider, encadrer et non pas être complice de cette pratique en facilitant l'accès des médicaments dans le cadre de l'automédication sans prescription médicale. Et je vous remercie pour votre attention.